Jeudi 28 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Dans les actualités de ce jour, le président Andry Rajoelina a rencontré les représentants des jeunes issus de toute la grande île cet après-midi. Des jeunes étudiants, entrepreneurs et sportifs ont échangé avec le président Andry Rajoelina ici au studio Arena Ivanj. Le président Andry Rajoelina a également de nombreux projets pour les jeunes comme le programme FIARIN qui est déjà en plein essor actuellement, mais il prévoit également de construire une université internationale qui accueillerait les étudiants malgaches pour les aider dans leurs études. Reportage sur les images de Secha Anjenap. Le président Andry Rajoelina est toujours proche des jeunes malagasy. Il les pousse à avancer et à prendre des responsabilités pour le pays dans leurs domaines respectifs. Ensemble, nous bâtirons l'avenir de la jeunesse malgache. C'est le thème de cette rencontre aujourd'hui au studio Arena Ivanj. Des centaines de jeunes sont venus rencontrer le président Andry Rajoelina. Des jeunes qui ont soif d'un avenir radieux, d'avoir une place dans les affaires et de contribuer au développement du pays. Le président Andry Rajoelina les a écoutés, leur a donné des conseils et il leur a partagé son expérience et le chemin qu'il a parcouru. Avant de devenir président, il a été actif dans le monde des affaires. Il était entrepreneur et organisateur d'événements. Et aujourd'hui, il partage avec les jeunes ce qu'il a acquis, mais surtout, il va aider ces jeunes à travers de nombreux projets. Le président Andry Rajoelina a le programme FIARIN qui est devenu un programme national pour inciter les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat et qui s'est développé au cours de ces 5 dernières années. Son budget sera également multiplié par 3 pour les années à venir, selon les explications, soit un placement de 150 millions d'euros pour aider les jeunes à entreprendre. Aujourd'hui, il a également annoncé le projet de construction d'une université d'envergure internationale grâce à la fondation qu'il a créée avec sa femme, selon ses explications. Une université qui accueillera 3000 jeunes malagasy, qui les formera dans le domaine du management et du leadership. Les jeunes qui obtiennent des mentions durant les examens officiels pourront y étudier gratuitement. Et passons aux actualités politiques, parlons des élections. Les électeurs sont prêts à voter le jour du scrutin du 9 novembre. C'est ce qui a été constaté aujourd'hui lors de la distribution des cartes d'électeurs à Ambotsir. Pour ce Fukuntani, plus de 50% des cartes ont été distribuées la semaine dernière. Selon les informations, aucune erreur n'a été constatée, aucune plainte n'a été formulée pour les électeurs selon les informations. Reportage de Cécilva. Les citoyens peuvent vérifier leur nom ici au niveau de cette porte. Pour les habitants de cette maison 6 Ambotsir, il n'avait aucune erreur sur ce qui était écrit sur les cartes d'électeurs. Ils avaient déjà vérifié au préalable s'ils étaient inscrits dans la liste électorale au niveau du Fukuntani. Le temps nécessaire à ces distributeurs de cartes pour faire le porte-à-porte dans chaque foyer est de 5 minutes maximum. Et au cours de cette dernière semaine de travail, 55% des cartes ont été distribuées. Les modalités de distribution des cartes d'électeurs dépendent des circonscriptions. Pour Ambotsir, les habitants ne peuvent récupérer leurs cartes électorales que le samedi et le dimanche auprès du bureau du Fukuntani pour les électeurs qui ne peuvent être joignables chez eux. Sur les 138 722 électeurs du 5e arrondissement, 50% ont déjà reçu leur carte électorale, selon les informations émanant de la Commission électorale nationale indépendante ou CENI. Toujours dans cette actualité autour des élections, on devrait pouvoir procéder à des élections sans aucun risque, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Sécurité publique. La police fait déjà son travail en assurant la sécurité avant, pendant et après les élections. Selon lui, l'objectif est la possibilité pour tous de voter dans le calme, en toute sécurité. Radraman Zatouf nous en dit plus. Le ministre de la Sécurité publique a indiqué aujourd'hui que de nombreux policiers sont dispersés dans la capitale et ses environs. Selon lui, ces policiers effectuent des patrouilles générales de jour comme de nuit. Il s'agit d'une stratégie qui a été mise en place pour maintenir la sécurité dans la préparation et la progression vers la mise en œuvre des élections. Nul ne devrait s'inquiéter de voir des policiers dispersés dans de nombreuses zones, souligne-t-il. Non seulement à Antananarivo, mais partout à Madagascar, des stratégies ont été mises en place pour maintenir la sécurité avant, pendant et après les élections, selon le ministre de la Sécurité publique.
Et l'ACM ou l'aviation civile de Madagascar reçoit encore les demandes d'importation d'hélicoptères sous l'immatriculation étrangère par les candidats qui désirent utiliser des moyens de transport aérien lors de la campagne électorale. C'est ce qu'a déclaré son directeur général ce jour lors d'une rencontre avec les représentants des candidats. L'ACM sera stricte quant à la sécurité et à la sûreté de ses engins et des passagers, selon les explications dans ce reportage de Ruth Christelle Rakoutou-Malal. 4 candidats sur 13 ont jusque-là déposé une demande pour l'importation et l'utilisation des hélicoptères à Madagascar durant la campagne électorale. Selon l'arrêté interministériel numéro 2313-2018, la demande doit être effectuée 2 mois avant le moment de son utilisation, mais compte tenu de la situation, l'ACM peut encore recevoir et étudier les nouvelles demandes et y répondra dans les 48 heures selon l'explication du DG de l'ACM, le colonel Damas Gervais. C'est en fonction de l'analyse des risques que l'ACM définit le nombre d'hélicoptères qu'un candidat peut utiliser. Pour le cas d'un candidat, par exemple, il en a demandé l'autorisation pour 4 hélicoptères, mais l'ACM n'en a approuvé que 2, question de sécurité, a précisé le DG. Une réunion entre l'ACM et les représentants des candidats postulants s'est tenue ce jour, toutefois, seul un candidat a envoyé un représentant. Des guides d'utilisation d'hélicoptères leur a également été remis à l'occasion. Et toujours dans cette page d'actualité politique, nombreuses sont les réalisations du gouvernement actuel dans le district de Farafengan et les habitants souhaitent que cela se poursuive. C'est la raison pour laquelle les 33 maires de ce district se sont alliés pour soutenir le candidat numéro 3, Andji Radzuil, dans l'élection présidentielle du 9 novembre. Certains d'entre eux sont indépendants et certains sont issus d'autres partis politiques, mais actuellement, ils se sont réunis au sein de l'UPAR pour voter et faire voter pour le candidat Andji Radzuil. Reportage de Fangesena Mireille. Le gouvernement dirigé par Andji Radzuil n'a depuis plus de 4 ans à réaliser ce que les précédents dirigeants n'avaient pas réussi à faire, ont déclaré les 33 maires du district de Farafengan. L'achèvement de la route longue de 22 km entre Vuipen et Farafengan a assuré le développement de ce district et de l'économie de la région. 22 km qui se faisaient autrefois en 2 heures, mais maintenant, elle se fait juste en 20 minutes. Par ailleurs, nombreuses sont les infrastructures qui ont été construites dans ce district, preuve de la proximité de l'État, notamment la présence de bureaux administratifs tels que le bureau régional du ministère du Travail, de l'Emploi et du Droit social pour la région Intimotsnanan, des écoles et des CSB. Le district de Farafengan n'a pas non plus été oublié lors du passage des cyclones successifs à Madagascar. Le président et son épouse sont venus apporter des aides aux habitants. Ces derniers souhaitent que le développement se poursuive et soutiendront sans condition le candidat numéro 3, Andji Radzuil, à l'élection présidentielle du 9 novembre. Tous les districts de la région Intimotsnanan ont bénéficié des travaux de développement initiés par ce gouvernement. Le peuple ne pourra exprimer son choix que par le biais de l'élection. C'est la raison pour laquelle il est prioritaire d'y procéder le 9 novembre, ont déclaré les maires. Toujours dans cette actualité politique, nombreuses sont les réalisations du gouvernement actuel dans le district de Farafengan et les habitants souhaitent que cela se poursuive. C'est la raison pour laquelle les 33 maires de ce district se sont alliés pour soutenir le candidat numéro 3, Andji Radzuil, dans l'élection présidentielle du 9 novembre. Certains d'entre eux sont issus de l'indépendant et également d'autres partis politiques, mais actuellement, ils se sont réunis au sein de l'UPAR pour voter et faire voter pour le candidat Andji Radzuil. Reportage de Fangesena Mireille. Le Conseil des ministres a approuvé l'utilisation du budget de 2 milliards d'ariars prévu dans la loi régissant le budget de l'État pour l'année 2023 pour assurer la paix et l'ordre public pendant la période de l'élection, notamment avant, pendant et après le scrutin. Ce budget est destiné à payer les salaires de tous les éléments de force de l'ordre qui travailleront pendant l'élection présidentielle. Le ministère de Finances prendra immédiatement un arrêté pour pouvoir envoyer l'argent à la poche malagasy afin que les indemnisations des policiers concernés soient versées via Hypokitch. Le Conseil des ministres a également approuvé l'octroi d'un budget prévu pour l'année 2023 à la Commission électorale nationale indépendante, au CENI, qui s'élève à 4 milliards 500 millions d'ariars, inclus dans les fonds de contre-valeur du financement du Japon. Au cours du Conseil des ministres, il a été également approuvé de procéder à la signature de l'accord de financement relatif à la construction du projet Flyover Maki avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique ou BADEA.
Du 9 au 15 octobre 2023 se tiendra à Marrakech au Maroc la réunion annuelle des gouverneurs des groupes au sein de la Banque mondiale et du Fonds international pour signer l'accord de financement. Le budget nécessaire pour la réalisation du projet est de 31 millions de dollars. Ce projet a pour objectif la construction de l'auvent reliant la route de la francophonie et le boulevard de l'Europe au rond-point Maquis, le pont sur la rivière Icoupe et le tronçon routier Vrot ou voie rapide ouest Antananarivo. 38 milliards de dollars du financement seront financés par la BADEA et 3 milliards de dollars sera financé par le gouvernement malagasy. À noter que cette route reliera également Antananarivo et la nouvelle ville de Tanamaswanj. Toujours autour des élections, la délégation des représentants du secrétaire général des Nations Unies a rencontré ce matin le ministre de la Défense nationale, Parfait Ongana Ayanga, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine et chef du bureau des Nations Unies auprès de l'organisation continentale, était à la tête de la délégation. Les détails de la rencontre n'ont pas été communiqués, mais ce que l'on peut dire, c'est que les discussions ont été centrées sur les démarches dans la réalisation de l'élection présidentielle à Madagascar, à laquelle participeront dans peu de temps les citoyens malagasy. Dans la page économique de ce soir, le taux de vente des véhicules à Madagascar a connu une hausse en 2 ans. 85% de ces ventes sont des véhicules diesel d'occasion. Néanmoins, les voitures électriques sont actuellement visibles dans le pays, selon ce reportage de Ruth Christelle Rakoutumalal et Yves Janel. Le véhicule a connu une hausse à Madagascar après les différentes crises traversées par le pays. Selon les statistiques, 85% des véhicules en vente sont des véhicules d'occasion. L'État et les entreprises sont par contre consommateurs de véhicules neufs. Les Mazda CX-60 et CX-90 sont les derniers arrivés à Madagascar. L'importation de véhicules contribue beaucoup à la recette douanière. Selon un concessionnaire, les clients achètent les pick-up de janvier à mars. De mars à juillet, ce sont les grosses véhicules qui sont les plus vendus. Et le reste de l'année, les berlines, les voitures de plaisir et les SUV. Toujours selon les statistiques, 75% des voitures achetées sont des diesels. Mais les voitures électriques sont également arrivées à Madagascar. 2 concessionnaires en possèdent actuellement. Côté consommation, la durée de la batterie est de 100 km. Toujours selon les explications, il n'est pas nécessaire d'aller auprès des bornes électriques pour charger ces véhicules, elles sont munies de chargeurs spéciaux. Le coût d'une voiture neuve est à partir de 70 millions d'ariars. Une semaine des nouveautés se tiendra la semaine prochaine à Anjar. Dans les actualités internationales de ce soir, l'ambassadeur de France au Niger est arrivé à Paris hier après avoir quitté le pays comme l'exigeait la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Reportage. Privé de son immunité diplomatique, Sylvain Ité a finalement quitté Niamey ce mercredi à l'aube. Accompagné de 6 collaborateurs, l'ambassadeur de France a d'abord fait escale au Tchad. C'est depuis N'Djamena qu'il prend ensuite un autre vol pour Paris. Le régime militaire avait ordonné dès la fin août son expulsion. Le diplomate et son équipe s'étaient alors enfermés derrière ces murs, ceux de l'ambassade de France à Niamey. Ce retour, Emmanuel Macron en avait fait part dimanche soir chez nos confrères de TF1 et France Télévisions. Le chef de l'État a également annoncé le rapatriement des 1500 soldats français déployés au Niger d'ici la fin de l'année. Les réactions à Niamey sont unanimes. Au nom de tout le peuple nigérien, on est très fiers du départ de l'armée française et son ambassadeur. Parce qu'ils n'ont rien fourni ici au Niger. On n'a pas besoin d'eux. On n'en a pas besoin d'eux. Il y avait des décennies, ils disent qu'ils nous aident, on n'a vu aucun changement. Donc on ne veut pas de leur aide. Le déploiement des forces françaises au Sahel avait été organisé dès 2013 à la demande successive du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Depuis, ces 3 États ont changé de régime. Je pense que ces pays vont être confrontés à un énorme vide sécuritaire. Nous avons déjà en quelque sorte un aperçu de ce qui pourrait arriver au Niger avec ce qui se passe actuellement au Mali. Nous allons assister à une expansion significative de la menace djihadiste du Mali qui va se déporter vers le Niger.
Quant au sort du président Bazoum, il reste incertain. Détenu depuis fin juillet avec sa femme et son fils, le président déchu refuse de démissionner. Il est toujours considéré par Emmanuel Macron comme la seule autorité légitime du pays. Et les autorités du Haut-Karabakh ont ordonné la dissolution de toutes les institutions de l'entité d'ici le 1er janvier, a déclaré aujourd'hui le président autoproclamé de la région, alors que 65 036 réfugiés ont fui l'enclave depuis dimanche, selon les autorités arméniennes. Reportage de France 24 toujours. Difficulté pour être sincère ici. Maintenant, ils sont toujours et encore des milliers à affluer vers la petite ville de Goris, à 20 km de la frontière, même si les autorités poussent les civils à aller s'enregistrer à 100 km de là, dans la ville de Vaik, des petites villes qui sont débordées face à cet afflux massif. Certaines personnes doivent dormir dans leur voiture. Les hôtels sont tous complets. La Croix-Rouge a mis en place des tentes, comme vous pouvez le voir derrière moi, pour que ces personnes qui ont dû conduire pendant parfois plus de 30 heures pour pouvoir arriver ici puissent se reposer, dormir un peu. Le gouvernement propose de reloger les réfugiés vers des hôtels et des maisons un peu partout sur le territoire arménien. Mais sur le long terme, on ne sait pas vraiment ce qu'il va advenir de ces dizaines de milliers de personnes déplacées. Celles et ceux qui se dirigent vers la capitale Yerevan, c'est parce qu'ils ont des proches ou de la famille qui peut les accueillir. Mais c'est une ville extrêmement chère pour des gens qui ont tout perdu et qui ne peuvent pas se le permettre. La population qui a fui, avec qui nous parlons, ils sont très inquiets parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir trouver du travail. Et niveau humanitaire, ici, les seuls qui sont en première ligne, eh bien, ce sont des associations, la Croix-Rouge arménienne et des petites associations locales. On voit des adolescents et des adolescentes faire des sandwichs en continu, du café. Ils travaillent jour et nuit pour aider la population. Et beaucoup de gens accueillent les réfugiés en fait directement chez eux. Donc la solidarité intérieure se met en place alors que la population se sent abandonnée par la communauté internationale. Ils nous disent ne pouvoir compter que sur eux-mêmes désormais. Les candidats aux primaires républicaines en vue de la présidentielle de 2024 aux États-Unis ont débattu pour la deuxième fois hier soir. Donald Trump, le favori, n'y a toujours pas participé, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. France 24. Sean Fein, le patron du puissant syndicat américain de l'automobile, n'a pas du tout apprécié la visite de Donald Trump dans le Michigan. 24 heures après Joe Biden et alors que ses concurrents à la primaire républicaine s'affrontaient dans un débat à l'autre bout du pays, Donald Trump est donc à son tour allé à la rencontre des ouvriers de l'automobile. Quelques centaines de militants trumpistes, en réalité rassemblés chez un équipementier de Détroit pour entendre un discours à peine renouvelé depuis 2016, car c'est bien dans le Michigan en 2016 que Donald Trump avait effectivement créé la surprise en emportant l'État avec à peine 30 000 voix d'avance sur Hillary Clinton. Il faudra un jour que vous ayez les moyens de vous payer les voitures que vous construisez, a martelé l'ancien président. Il n'en fallait pas plus pour faire mouche sur un public acquis d'avance. Tout comme pour Joe Biden, un grand nombre d'adhérents du syndicat de l'automobile avait fait le déplacement, puisqu'il faut le rappeler, l'organisation qui compte 15 000 adhérents ne représente pas un électorat homogène, ni pour Joe Biden, ni pour Donald Trump. C'est d'ailleurs ce qui a convaincu les deux candidats d'aller à la rencontre de cette population connue pour la volatilité de son vote. Une seule chose est donc certaine, en 2024, le Michigan verra les candidats à la Maison-Blanche bien plus souvent qu'à son tour. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation sur Viva. Au revoir.